Pierre O'Neill. Je suis descendant de la famille O'Neill qui était propriétaire de la maison O'Neill avant de la vendre à la Ville de Québec. Je me suis laissé dire, et on a fait même nous-mêmes une recherche sur le patrimoine O'Neill avec 2 L ou O'Neill avec un seul L. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre les deux? C'est que moi, mon ancêtre John O'Neill, qui est arrivé ici en 1819, lui, il écrivait son nom O'Neill avec un seul L. Puis, quand il est arrivé ici, quand il a eu ses enfants, il a mis 2 L à la fin de O'Neill. Puis, l'explication qu'on pense qui est la bonne, c'est que c'était pour distinguer. Le 1 L était pour dire que c'était pour les protestants et 2 L, c'était pour les catholiques. Il n'y avait pas le droit de mettre 2 L en Irlande parce que la religion catholique, l'Irlande avait été envahie par les Anglais, puis ils avaient aboli la religion catholique. Tu n'avais pas le droit d'être catholique. Alors, quand il est arrivé ici, là, c'était la liberté totale. On peut être catholique, alors mes enfants vont avoir leurs 2 L. Ben, leurs 2... Nous, on fait une blague avec ça, nos 2 L, ouais. Comme les anges. Hein? Je suis pas sûr que vous êtes des anges, mais ça, c'est une autre affaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de leur arrivée selon ce que tu as entendu parler? Alors, eux sont venus ici vers 1819. On sait qu'à l'époque, ils donnaient des terres. Le Canada donnait des terres pour les nouveaux immigrants. Eux autres, quand ils sont arrivés à Québec parce que, à cause de la religion catholique, la deuxième chose, c'est qu'il y avait une grosse communauté anglophone à Québec à l'époque. Parce que c'était la conquête, les Anglais avaient conquis, puis il y avait une communauté anglophone à Québec. Alors, pour eux autres, il y avait de l'anglais et il y avait du catholique. Mon ancêtre, là, quand il est arrivé ici, il n'y avait rien. Il y avait sa femme, il y avait 2 enfants, deux petites filles. Ils ont eu une terre, c'est-à-dire 2 terres à Valcartier, à Saint-Gabriel de Valcartier, ici au nord là, de Québec, où est situé le village des Sports. Là. Ils ont eu ces 2 terres-là qui étaient en forêt. Alors, il fallait qu'ils défrichent. Et dans la première année, il fallait qu'ils défrichent, qu'ils construisent une habitation sur la terre s'ils voulaient la garder. OK. C'était une des conditions. Ça n'a pas été long que le grand-père a fait fructifier les terres, puis que dans les documents, c'est décrit qu'il produisait beaucoup de... Il y avait plusieurs productions. Il y avait quelques bêtes aussi. Hein. Et par la suite, c'est pas lui qui a acheté le coin où la maison O'Neill est installée. Le coin des Saules. Non, c'est son fils, le plus vieux. Qui s'appelait? Qui s'appelait Thomas. On ne sait pas pourquoi non plus qu'il a pu obtenir ces terres-là, mais il a obtenu plusieurs terres qu'il a achetées au nord de la rivière Saint-Charles et au sud de la rivière Saint-Charles, des 2 côtés. Toutes les terres là, qui étaient à l'est des Saules, si on peut dire, là, oui. Ça lui appartenait. Et puis, quand il est décédé, ces terres-là ont été divisées entre ses fils. Thomas, lui, a acheté des terres, puis il n'a pas eu le temps de les développer parce qu'il est décédé assez jeune. Puis là, c'est ses fils qui ont pris les terres. Puis moi, mon arrière-grand-père, William, qui était le 8e de la famille, je crois, lui, il avait le goût de faire de l'agriculture. Fait que lui, il a hérité de où est la maison O'Neill. Oui. Okay. C'est lui qui a hérité de cet espace-là et il a commencé ses élevages de chevaux et son agriculture. Mais est-ce qu'il avait une compétence particulière au niveau des chevaux ou s'il l'a développé? Il était connaissant, disons, parce que les Irlandais étaient réputés pour élever des chevaux. Il y a même des races de chevaux qui s'appellent irlandais, là. Oui. Des poneys irlandais. Lui, il fournissait les chevaux aux bourgeois de la ville de Québec. Il y avait des contrats avec le gouverneur général, le gouverneur de la province, là, qui était au bois de Coulonges. Il y avait des contrats avec les Bréquets de Bréquéville. Il y avait Alors, lui, il fournissait des chevaux et il fournissait la nourriture aussi pour les chevaux. Une anecdote qu'on a su aussi, là, c'est que
Il y avait le chemin de fer. Ben, le chemin de fer est encore là aujourd'hui, qui passe, qui traverse les Saules, là, qui était au bout de sa terre. Avec les gens qui connaissaient du côté de l'armée, ils savaient quand il y avait un arrivage de chevaux de l'Ouest canadien en train, il faisait arrêter le train vis-à-vis de sa terre. Puis là, il faisait descendre quelques chevaux de ceux qu'il trouvait intéressants. Il les faisait descendre sur sa terre. Il les faisait marcher. Puis là, les meilleurs, lui, il avait l'œil pour les chevaux, là. Alors les meilleurs, il les gardait. Puis là, il remettait les autres chevaux dans le train, puis il allait livrer ça. L'armée recevait ses chevaux avec quelques chevaux de moins. OK. Donc, il y avait une bonne connexion là-dessus. Oui, c'est au ça. niveau des chevaux. Oui. OK. C'est l'arrière-grand-père qui avait les chevaux et qui était considéré comme un éleveur important. Intéressant. Et qui avait des ramifications dans la bourgeoisie de Québec. Et c'est un peu pour ça que il a marié son fils, qui était le plus vieux, Jack, avec la fille du notaire Roy. Mon arrière-grand-père était considéré comme un éleveur de chevaux cultivateur, mais une personne quand même qui savait se placer dans la bourgeoisie ou dans la ville. Et qui avait un bon sens des affaires. Il avait un bon sens des affaires. Parce que je regarde ce que tu racontais tout à l'heure pour l'arrêt du train. Ça prenait quand même des contacts assez suivis. Mon grand-père a dû rencontrer la fille du notaire. On ne sait pas comment, là. Moi je ne sais pas. Oh! Mais une chose que je sais, c'est que d'après les photos qu'on a de famille, de mes grands-parents, là, il avait l'air très amoureux. Okay. On voyait ça dans les yeux, dans le regard, qui se regardait, puis il avait l'air très amoureux. Fait que probablement que ça l'a influencé le notaire Octave Roy, puis le William O'Neill. Parce qu'ils étaient presque du même niveau social à ce moment-là. À peu près, là. Est-ce que dans les générations après génération, compte tenu du fait que la maison O'Neill avait une importance extrêmement grande, est-ce qu'il a été songé de garder la maison O'Neill, justement, ou bien... et qui l'a habité en tout dernier? Avant d'être vendu à la Ville de Québec en 1991, c'était mes 4 tantes célibataires, les filles de Jack, qui ont toujours habité ensemble toute leur vie, ils n'ont jamais été mariés. Il y avait Lisette, Alice, Marie-Paul et Irène qui ont habité la maison O'Neill jusqu'en 1991 à sa vente à la Ville de Québec. C'est pour ça qu'il y a 4 chambres à l'étage. Oui, c'est ça. Il y a les 4 chambres qui étaient dédiées aux 4 tantes. Est-ce que vous aviez songé à conserver la maison O'Neill? Est-ce qu'il y a eu un cheminement ou des démarches en conséquence de ça? Quand mon grand-père est décédé, il a légué la maison à ses 8 enfants, qui étaient mon père et ses frères et sœurs. Mais le testament a été contesté jusqu'en Cour suprême par les frères et sœurs de mon grand-père. Parce qu'eux autres, il y a une période de temps où mon grand-père, pendant qu'il était veuf, il habitait la maison des Rois. Et la maison O'Neill, c'était lui qui était propriétaire, mais elle servait de lieu de villégiature pour ses frères et sœurs, et puis la famille élargie. Okay. Quand mon grand-père est décédé, il a légué la maison à ses enfants. À la même époque, comme je disais tantôt, mes tantes sont venues habiter dans la maison parce que la maison des Rois était démolie. Il y a eu une contestation parce que durant la période que mon grand-père, il n'y avait personne qui habitait dedans, que c'était une villégiature, c'était le restant de la famille qui l'utilisait. Donc, ils pensaient qu'il y avait un droit acquis. OK. Puis eux autres, ils avaient été élevés dans cette maison-là aussi, comme mon grand-père. Elle avait donc une valeur sentimentale importante, mais je ne veux pas entrer dans le détail parce que je veux respecter en ce sens-là toute la situation. Ouais. Comment tu juges après coup
la Ville de Québec qui a mis en valeur ce patrimoine-là? Ouais. Pour nous autres, ça a été très important parce que quand on a mis la maison en vente avec les terrains, on ne croyait pas que la maison subsisterait après. Parce que le terrain avait été zoné commercial par la Ville de Québec. À cause de tous les commerces qui englobent autour. Oui, exactement. Okay. Fait que nous, les démarches qui avaient eu lieu pour vendre la maison, ça avait été avec entre autres, des maisons de personnes âgées, pour faire des maisons de personnes âgées, qui étaient des commerces, entre guillemets, là, des services, ou des compagnies, mais quand la Ville de Québec est arrivée, dans le tableau, ouais, si on pourrait dire, oui. Là, quand ils sont arrivés et qu'ils nous ont proposé un projet comme ça, avec le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, puis que ça serait inclus là-dedans, puis que la maison serait conservée, bien là, c'est ça qui a fait qu'on a vendu à la Ville de Québec. Et l'utilisation qui est faite actuellement devient à ce moment-là un bel hommage à la famille O'Neill. Bien, certainement. D'ailleurs, l'année dernière, la famille O'Neill a donné une plaque qui est dans la maison O'Neill, une plaque de remerciement à la Ville de Québec et aux gens qui ont maintenu la maison telle qu'elle est aujourd'hui. Je peux dire que je suis toujours fier d'aller à la maison O'Neill, d'aller revoir les lieux et d'amener mes enfants et d'y amener mes petits-enfants. Pierre, je pense que tu nous as amené avec la passion qui t'anime, tu nous as amené à revivre des choses extrêmement importantes. Et de ce côté-là, je t'en remercie. La Société d'histoire des rivières est très heureuse de d'avoir contribué un petit peu à garder un peu du patrimoine et à faire de toi un de nos témoins du passé. Merci, Pierre. C'est moi qui vous remercie, c'était très agréable. Puis la légende, avez-vous le temps? Oui, ça l'enregistre, ça. Ça l'enregistre? Oui. Oh, oui, on continue. OK. La légende, c'est que quand il y a deux familles qui étaient sur l'île de la Grande-Bretagne, on peut dire, là, qui étaient sur l'île de la Grande-Bretagne, puis ils ont décidé de développer l'Irlande. L'Irlande, c'est une île à côté, oui, à plus côté. loin. Puis l'Irlande était habitée par pas beaucoup de monde, là, mais ces deux familles-là, ils ont décidé qu'une des deux familles prendrait possession de l'Irlande. Fait que c'était les O'Neill et les MacDonald. Alors, ils ont décidé de faire une course en bateau, et le premier qui touchait l'île prenait possession de l'île. Fait qu'ils sont partis en même temps, avec chacun leur bateau. Puis là, ils ont dit, le premier qui touche l'île va prendre possession. Alors, le bateau des MacDonald arrivait, il était en avance un petit peu sur celui des O'Neill. Eux autres étaient en train de descendre leur chaloupe pour aller toucher au sol. Puis là, le chef des O'Neill, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée, il s'est coupé la main, il l'a tiré sur le sol avant que les MacDonald arrivent. Puis c'est comme ça qu'il a pris possession. Les O'Neill ont été les premiers rois d'Irlande. Ben bravo! Hey, ça, là, aurait pas fallu passer ça.